Bienvenue à tous, ici l'image de l'Afrique et aujourd'hui on parle littérature, mais pas juste littérature pour divertissement, mais littérature et devoir de mémoire. Et nous sommes avec Monsieur Noki Djedanoum, vous êtes écrivain et journaliste de formation. Vous avez créé en 1993 Fest Africa, le Festival de littérature et des arts africains. En 1998, 4 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, vous avez pris l'initiative d'organiser le projet Rwanda Écrire par devoir de mémoire, qui a réuni 10 écrivains africains au Rwanda pour pouvoir écrire finalement et faire montre de ce devoir de mémoire. Et en 2003, toujours à travers le festival, vous avez organisé au Tchad, votre pays natal, le nouveau congrès des Africains d'Afrique et de la diaspora. Vous avez notamment écrit différents recueils et notamment le recueil de poésie Nyamirambo, dont vous nous parlerez d'ici peu. Et vous amenez au Rwanda un concept qui sera matérialisé en 2020 de Fest Africa Monde. Et vous nous en parlerez dans quelques secondes. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous avez donc été à l'initiative du projet Rwanda Écrire par devoir de mémoire en 1998. Quelle était la motivation initiale ? D'abord, je voudrais saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs rwandais. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas revenu dans ce pays et je suis complètement émerveillé par ce Rwanda que je retrouve. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? Moi, j'animais un festival de littérature africaine et quand on pense à l'histoire de la littérature négro-africaine qui remonte aux années 40 avec Senghor, Alioune Diop, Césaire, ceux qui ont organisé les congrès des écrivains. C'est une littérature très engagée. Non, c'est une littérature très engagée. Il fallait affirmer la présence noire en Europe, etc. Par la suite, il y a eu les indépendances et là aussi, les écrivains africains sont battus pour que l'Afrique brille dans les concerts des nations. Si on cite par exemple le Soleil des indépendances de Amadou Kourouma, voilà. Donc c'est une littérature quand même engagée et quand j'ai créé Fest Africa à Lille en France, dans le nord de la France, c'était aussi avec cette idée, j'étais sur les pas de mes aînés, Alioune Diop, Senghor, etc. Aimé Césaire. Et puis, je viens aussi d'un pays, le Tchad, qui n'a connu que des guerres civiles, en fait. Peut-être une trentaine d'années de guerre civile. Et donc, je suis marqué par la guerre. Donc, je suis très attentif, très sensible à ce qui se passe en Afrique par rapport aux violences. Et là, en 1994, c'était le summum de toutes les violences qu'on a connues, même au-delà de l'apartheid, en fait, en Afrique du Sud. On était là devant quelque chose de complètement innommable qui nous dépassait. Les Africains avaient atteint un niveau, ou les Rwandais avaient atteint un niveau qu'on ne pourrait pas décrire. Nous sommes des écrivains et surtout, paix à son âme, j'avais un très grand ami, Théogène Karabayinga, qui était journaliste à Radio France Internationale. Et donc, on échangeait beaucoup avec Théogène par rapport à ce qui se passait au Rwanda. Et lui-même, il avait perdu beaucoup de membres de sa famille. Et moi, je regardais impuissant, c'est ça le mot, devant ma télévision, ce qui se passait. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à parler avec les écrivains en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à faire un festival, à se réunir une vingtaine, trentaine d'écrivains africains, soi-disant, qui écrivont pour notre continent? Et voilà que là, il se passe quelque chose, ou il s'est passé quelque chose de très, très grave, de ce qu'on n'a encore jamais vu sur notre continent. Est-ce qu'on devrait continuer à nous réunir et sans rien faire?
Voilà. Alors moi, mon travail, c'est d'organiser. C'est vrai que j'écris aussi, mais c'est vraiment organisé. Et le plus difficile, j'allais dire, c'est pas, nous ne manquons pas d'écrivains, mais nous manquons peut-être d'organisateurs, comme dans d'autres domaines. Hein. Ça peut être le théâtre, ça peut être le cinéma, etc. Mais les écrivains étaient tous sensibles déjà à la question au génocide des Tutsis. Ils étaient déjà sensibles, en fait. Il suffisait juste de leur dire, voilà, on y va. Et donc, j'ai fait d'abord un premier voyage avec Théogène Kalabainga en février 1998. À l'époque, c'était M. Bio Zagara qui était ministre de la Culture. Et puis, ensuite, nous sommes revenus. Et nous étions très, très bien accueillis par l'État rwandais qui a mis à notre disposition vraiment des moyens pour travailler et tout. Et chose très importante, quand on venait, parce que les écrivains, bon, ils travaillent quand même, donc il faut assurer leur bourse d'écriture, etc. On a signé des contrats. Dans le contrat, il était spécifié qu'il n'y a pas obligation d'écriture, en fait, parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Pour moi, le plus important, c'était de poser les pieds au Rwanda. C'est une démarche de deuil. Nous avons là des sœurs et des frères qui sont complètement dans le deuil jusqu'au cou, le mal extrême. Et puis nous venons par solidarité, nous venons partager le deuil en fait. Parce que le deuil, ça se partage. Et donc, il n'y a pas obligation d'écriture. Mais au bout d'un mois, il a commencé à se dessiner quelque chose. On avait l'impression qu'il y aurait un livre collectif. Et puis, au bout de 2 mois, c'est carrément, chaque écrivain disait, non, moi, j'écris mon livre. Moi, j'écris mon livre. Par exemple, Tcherno Monenembo, l'écrivain guinéen, a dit clairement, c'est la première fois que je connais mon roman de A à Z. Je n'ai jamais écrit avant, quand je commençais un roman, je ne savais pas où ça allait mener. Mais là, je sais de A à Z ce que je dois écrire, c'est la première fois. Voilà, donc la motivation, c'est que je suis tchadien africain comme les Rwandais. J'ai vécu la guerre pendant très longtemps. D'autres pays ont vécu aussi la guerre. Pratiquement aucun pays n'est épargné. Il faut se souvenir aussi qu'en 1998, il y avait déjà la Côte d'Ivoire qui plongeait. Attention, on disait attention, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas plonger comme le Rwanda, etc., etc. Et puis, je me sens pleinement africain. Ce qui touche le Rwanda me touche. Ce qui touche le Rwandais me touche. Voilà, donc c'était ces motivations et nous sommes venus. Nous avons fait notre travail. C'est la première fois que des écrivains africains, dans l'histoire de la littérature africaine, se réunissent autour d'une tragédie comme celle-ci. Ça aurait pu être possible pendant l'apartheid, par exemple, mais bon, nous ne l'avions pas fait. Voilà. Les Sud-Africains se sont battus seuls, eux-mêmes, pour s'en sortir. Et voilà, ils se sont battus et ils ont pu aujourd'hui accéder à leur dignité, en quelque sorte. Alors, donc, oui. Dans ce que vous dites, il y a une dualité d'une tragédie rwandaise et une tragédie africaine. Vous avez fait le lapsus très révélateur dès le début. Oui. Pour vous, ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide contre les Tutsis, c'est le devoir de mémoire doit être non seulement rwandais, mais surtout africain. Africain, oui, parce que ce qui est rwandais est africain. On ne peut pas extraire le Rwanda de l'Afrique. Nous avons tous la même histoire. D'ailleurs, quand on réfléchit, puisque quand on a commencé à travailler sur les origines du génocide, pour mieux comprendre, parce que pour écrire, il fallait quand même comprendre. C'est vrai que il y avait, la première des choses, c'était l'écoute des rescapés. Ça, c'était très important, d'écouter tout simplement les rescapés, les survivants du génocide. Mais après, il faut entrer dans l'histoire pour essayer de comprendre. Et là, on retrouve les racines coloniales, les racines de tout ce qui est colonial. Et là, c'est pratiquement tous les autres pays qui sont concernés par la question de la colonisation. Maintenant, après, il y a des spécificités, comme au Rwanda, où on est allé jusqu'au génocide. Voilà, donc ça, c'est la spécificité rwandaise, si je puis dire. Mais sinon, nous avons le dénominateur commun. Là,
qui est le colonialisme, la colonisation, et puis après, nos responsabilités aussi. On ne peut pas tout mettre sur la colonisation, c'est nos propres responsabilités en tant qu'Africains, en tant que politiques, dirigeants africains aussi. Est-ce que parce que le colon m'a amené sur cette voie que je dois exterminer les miens? Là se pose la question de ma responsabilité en tant qu'Africain. Donc pour moi, Rwanda, ça veut dire africain. Alors le rôle de la littérature finalement dans ce qu'on appelait le devoir de mémoire, et c'était justement ce sur quoi a été mis l'accent, le devoir de mémoire. Est-ce que la littérature permet, parce qu'on sait que la littérature, bien sûr, c'est une vision, une certaine vision du monde, de l'histoire, est-ce que cette littérature permet de faciliter le devoir de mémoire en créant un peu l'enchantement, entre guillemets? Oui, absolument. D'abord, alors c'est vrai que quand on a commencé notre travail, on n'avait pas affaire tout de suite aux négationnistes. Ça, c'est arrivé après, quand on a publié, quand on a écrit, et on commençait à voir surgir des gens qui nient le génocide des Tutsis, par exemple. Alors, face aux négationnistes, face au négationnisme, s'il n'y a pas un travail de mémoire qui est fait, parce que le travail de mémoire permet de dire, ben, ça a eu lieu, ça a bel et bien eu lieu, nous avons écrit, et voilà, vous pouvez nier, mais nous sommes face à vous, en fait. C'est très important ce travail de mémoire par rapport au négationnisme. Et jusqu'aujourd'hui encore, on voit, il y a des gens qui parlent de le génocide du Rwanda, par exemple, tout simplement, en ne pas précisant que c'est le génocide des Tutsis, par exemple. La guerre civile entre les Hutus et les Tutsis. Bon, voilà, tous ces amalgames, mais qui parfois sont bien pensés, hein, ouais, qui sont bien réfléchis, et pour toujours nier la vérité. Donc, le travail de mémoire est très, très important pour la vérité, en fait, pour contrer les négationnistes. Et puis, pour aussi espérer ne pas refaire, voilà, espérer ne pas retomber dans le mal. Par exemple, le fait de continuer à faire ce travail chez les jeunes qui n'ont pas vécu, par exemple, le génocide, ou les Africains qui ne comprennent pas. Quand je repartais chez moi au Tchad, parler de ça, c'est quoi les Tutsis, les Hutus, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer, il faut expliquer. Et là, par exemple, heureusement que nous avions Yolande Mukagasana avec nous. C'est elle qui parlait, qui expliquait ce qu'elle a vécu, elle. Et les jeunes Tchadiens, les étudiants, par exemple, ont mieux compris ce que ça veut dire un génocide, en fait. Oui. Donc, c'est un travail très important, de travail de mémoire, d'écriture. Ça peut être autre expression, mais bon, pour ce qui nous concerne, c'est la littérature. Alors, le travail de mémoire, mais aussi en lien peut-être avec l'histoire, et j'ai retrouvé quelques mots qui ont été dits par Georges Bensoussan, oui, que vous connaissez sûrement, et qui disait « La mémoire est sélective, et c'est pourquoi elle participe de l'enchantement. L'histoire est plus prosaïque et désenchantée. Le chemin qui mène de la mémoire à l'histoire résume le processus de sécularisation propre à la modernité politique. C'est pourquoi notre arme n'est pas la mémoire qui construit, déconstruit, oublie ou enjolive, mais l'histoire seule. » Est-ce que vous pensez que oui, réellement, ce qui doit être l'arme, entre guillemets, notamment pour lutter contre les négationnistes, etc., ça doit être l'histoire en tant que telle, oui, oui, ou est-ce que la mémoire ou l'écriture qui est plus enchantée, entre guillemets, peut contribuer à cela? Bon, moi je dirais que de toute façon, l'histoire irrigue la mémoire. Nous, on n'aurait pas écrit sans l'histoire, en fait. Bon, d'abord, l'histoire des survivants, donc c'est leur propre histoire. On ne peut pas nier leur propre histoire. Quand vous êtes devant un Tutsi qui vous dit, une famille ou une personne qui vous dit « tous mes enfants ont été exterminés », vous ne pouvez pas dire, mais il est dans la fabulation, etc. Donc, c'est sa mémoire. Alors, on peut dire qu'elle est sélective, etc. Mais de toute façon, histoire, c'est pour ça que j'ai rappelé l'histoire
de façon générale, si on prend le cas des pays africains, quoi. Après, le génocide n'est pas une guerre civile. Donc ça, après, il faut comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, si on entre dans l'histoire en prenant rien que la colonisation, on dit aujourd'hui, bon, le rapport que la France a avec le Rwanda, mais la France a ce rapport avec plus d'une vingtaine de pays. C'est la même histoire coloniale. L'histoire que les Belges ont avec le Rwanda, quelque part en RDC, il y a cette histoire. Maintenant, quand ça arrive à des massacres de ce type, faut travailler sur la mémoire, quitte à ce qu'elle soit sélective, comme on dit. Mais ici, il est question de la mémoire du génocide des Tutsis. Donc, peut-être de ce côté, on peut dire que c'est une mémoire sélective, mais il faut apporter l'histoire pour étayer la vérité qui va avec. Donc, pour moi, histoire et mémoire vont ensemble. On ne peut pas faire un travail de mémoire pour mieux comprendre, en fait, pour mieux comprendre le travail de mémoire aussi. Tout ce que nous avons écrit vont chercher dans l'histoire pour essayer de comprendre, parce qu'il fallait comprendre, en fait, ne pas simplement se limiter, ne pas faire peut-être un travail de journaliste, en fait, qui est l'histoire immédiate. Voilà, là, c'est pas l'histoire immédiate. Oui, c'est pas l'histoire immédiate, en fait, mais c'est l'histoire même séculaire, j'allais dire. Voilà. Donc, il fallait rechercher. Et curieusement, les historiens, les journalistes, par exemple, nous disaient que leur travail ne suffisait pas, que le travail littéraire qui apporte de l'émotion ou de l'enchantement, mais dans ce que nous avons écrit, je cherche l'enchantement, je ne sais pas si on en trouve. Peut-être le fait d'écouter la beauté d'une lecture de poésie, je ne sais pas, mais on était tellement dans le mal que où trouver l'enchantement, quoi. C'est pas nécessairement l'enchantement, mais peut-être l'émotion, comme vous le dites. Oui, l'émotion. Les émotions passent bien mieux dans une poésie que dans un documentaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Par exemple, il y a un article de Colette Braakman, la journaliste belge, quand elle est venue en 2000 au colloque que nous avons organisé, donc le colloque Rwanda écrit par devoir de mémoire, et là, elle avait fait un article en disant, ben, en fait, il faut des écrivains pour faire comprendre ce qui s'est passé. Elle aura écrit autant d'articles qu'il faut, mais ça ne suffit pas, en fait. Oui. Il faut de l'émotion. Il faut effectivement, et parfois on est tellement envahi par l'émotion qu'il faut même la gérer, quoi, pour l'amener en littérature. Oui. Alors justement, l'émotion, vous avez écrit donc ce recueil de poésie qui s'appelle Nyamirambo. Oui. Et dans la 4e de couverture, on lit « C'est pour réveiller les consciences engourdies, dessiller les yeux qui refusent de voir que crie Noki Djedanum ». Qu'est-ce que pour vous, ce recueil de poésie, comment le décririez-vous? Et est-ce que vous avez peut-être un passage qui nous permettrait de mieux le comprendre? Alors je suis le seul qui ait écrit de poésie. La majorité a écrit de la fiction, de la prose. Et puis Jean-Marie Vianney Rwangwa, lui, il a écrit un essai, Le génocide de Tutsis expliqué à un étranger. À un étranger, hein, si je ne me trompe pas du titre. Oui, oui, c'est ça, bien expliqué à un étranger. Alors moi, je suis allé vers la poésie parce que, en fait, je pensais que c'est par la poésie que je peux ressentir le mieux ce que je vivais, en fait. Et je ne pouvais pas raconter une histoire comme les autres, mais tout se complétait. Hein, Je pense qu'on peut le voir ici, l'ouvrage. Oui, mais tout se complétait parce que... alors d'abord Nyamirambo, parce qu'on me pose la question, mais pourquoi le titre de Nyamirambo? Pour les autres Africains qui ne connaissent pas le Rwanda et Kigali, Nyamirambo est une commune ou un quartier de Kigali, très cosmopolite d'abord. C'est le quartier où il y a une grande mosquée, où il y a une mixité comme ça des populations africaines, etc. Et le hasard a fait que nous nous sommes retrouvés là, à Nyamirambo. Donc d'abord, je voulais rendre hommage à Nyamirambo, qui est en fait mon quartier en fin de compte. Là, depuis que je suis revenu, je suis reparti marcher
pour ressentir Nyamirambo que je ne reconnais pas. J'ai cherché l'hôtel où nous avons logé que je ne retrouve pas. Voilà, donc pour parler du recueil de poésie lui-même, alors en relisant mes textes, j'ai vu que j'ai abordé les questions de la solidarité, l'exil, parce qu'il y a beaucoup de Rwandais aussi qui étaient en exil. Donc, il fallait à un moment donné aborder cela, la question de mémoire, la question de recueillement. Je considère que le Rwanda est une terre de pèlerinage. C'est ce que je dis. On devrait venir, tous les Africains et le reste du monde devraient venir à un moment donné au Rwanda, là où l'humanité a été complètement niée. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Je ne sais pas s'il faut lire un court passage, un court passage, oui. Alors, là, j'ai dit, oui, il y a des jours comme ça qui surgissent d'on ne sait où, qui nous placent sur le trône des nuages lui-même dégagés de toute prémonition diabolique. Devant nous s'ouvrent les portes cochères de l'utopie. C'est en cet instant unique que nous devons y pénétrer pour refaire notre monde et celui qui nous entoure. Refaire le monde qui n'est pas un rêve inaccessible, ce n'est pas non plus une affaire de Dieu. Refaire le monde, en fait, c'est refaire le Rwanda, c'est ça. Et je l'ai écrit donc il y a 20 ans, ce recueil de poésie. Et là, quand je suis allé à la rencontre des élèves de Nyamirambo il y a quelques jours, je leur disais, je leur parlais de l'utopie, mais je ne savais pas qu'il y a 20 ans, je ne pensais pas que le Rwanda allait changer à ce point. C'est vrai que je le sentais, je voyais les prémices, les Rwandais étaient déjà au-dessus de la mort, si je peux dire. Ils dépassaient en fait ils faisaient tout pour dépasser leur douleur, etc., pour construire. 4 ans seulement après le génocide. Donc je pressentais ça. Je me suis dit, il y aurait peut-être une utopie. Et là, j'arrive et je vois l'utopie s'est réalisée parce que je ne reconnais pas du tout Kigali, je ne reconnais pas Nyamirambo. Et là, je tiens vraiment à dire chapeau aux Rwandais. Franchement, vous avez bossé. Je pense que le message leur parvient tout à fait. Et vous avez parlé donc de cette utopie de refaire le monde et on comprend aussi l'impact finalement de l'écriture pour se rappeler de ce qui s'est passé, que ce soit au Rwanda ou ailleurs. Et j'ai pu retrouver un extrait de Boubacar Boris Diop qui parlait justement de sa rencontre avec la narration ou l'écrit de ce qui s'est passé à Tiaroy, le massacre de Tiaroy. Peut-être qu'on peut faire passer l'extrait et puis revenir pour essayer de comprendre à quel point ce devoir de mémoire peut se traduire au niveau continental. Tiaroy, dans un ouvrage de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, à l'intérieur duquel il avait inséré une pièce de Keita Fodeba, le Guinéen, pièce intitulée Aube africaine, où il est question de cette histoire. Comme dit-il d'ailleurs dans la pièce, au cours d'une grande querelle avec les Blancs, une balle a trahi Naman, Naman qui est le personnage principal, et bien, qui était un tirailleur. Justement, Tiaroy, c'était une histoire de tirailleur. Je l'ai reprise dans une de mes pièces, ma première pièce de théâtre, intitulée Tiaroy, terre rouge, c'est-à-dire la terre en sang, et ce sont des tirailleurs sénégalais. Pas seulement sénégalais, bien évidemment. Toute l'Afrique subsaharienne, sous autorité française, faisait partie du corps des tirailleurs. Ils se sont battus sur tous les fronts contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont fait avec courage. Tous les témoignages en attestent. Et maintenant, ils sont regroupés à Dakar, dans un camp à 8 km de Dakar, à Tiaroy, avant de retourner dans leurs différents pays, le Burkina Faso, le Mali, etc. À l'époque, on disait d'ailleurs la Haute-Volta pour le Burkina Faso. Et puis, l'armée française leur doit, au titre de toutes ces années dans l'armée française, on leur doit un pécule, on leur doit de l'argent.
Et au moment où il le réclame, tout se gâte. Parce que l'administration française, les autorités militaires françaises commencent à pinailler, quoi, à dire ouais, nous n'allons pas tout vous donner parce que le niveau de vie chez vous et le niveau de vie en France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ces soldats, bon, qui ont risqué leur vie tous les jours, qui ont aussi quand même appris au contact de leurs camarades de français, comment dire, qu'au fond, malgré ce que prétendait la colonisation, que bon, les colonisateurs étaient des humains comme tous les autres, bref, qui se sont décomplexés et qui ont un esprit revendicatif très très fort, eh bien, ils disent, cela ne va pas se passer comme ça. Et puis ils commettent en quelque sorte de revendication en revendication, de négociation avortée en négociation avortée. Ils commettent le crime de lèse-majesté, qui a été de prendre en otage un général de l'armée française qui commandait le camp, le général Magnan, je crois, et qui disent on va le garder avec nous jusqu'à ce que notre argent nous soit payé. Et il leur promet, sur son honneur de soldat, que, bon, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs. Et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, à l'aube, ils sont tous abattus. J'ai tendance à penser que pour Thiaroye, il y a quelque chose de bien plus important que le nombre de victimes. C'est le statut des tirailleurs. Parce que ils viennent de se battre dans l'armée française contre les nazis, contre le fascisme hitlérien. Oradour-sur-Glane n'est pas loin, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et donc, le fait qu'on tue, combien? 40 000, 500, j'ai aussi entendu 683 morts. Voilà, le fait qu'on en tue juste quelques-uns, je pense que c'est symboliquement très très fort. Parce que ce sont des gens qui ont frôlé la mort tous les jours pour défendre un idéal. Mais il se trouve qu'en réalité, ils se sont trompés. Ils étaient dans une guerre qui n'était pas la leur. Je crois que tuer ses propres camarades en se comportant comme les nazis, c'est, quel que soit le chiffre de morts, c'est épouvantable. Et c'est pour ça, Thiaroye, même si le nombre de morts n'est pas aussi élevé qu'on peut le prétendre, ça reste quelque chose de très difficile à digérer. Pendant la colonisation, c'est-à-dire quand juste le massacre de Thiaroye a eu lieu, c'est devenu un endroit où se retrouvaient tous ceux qui étaient pour l'indépendance, qui étaient contre la présence française au Sénégal. Donc cet événement a eu des conséquences politiques très fortes, et même en littérature. Hein, il y a eu plus tard le film de Sembène, moi j'ai fait une pièce de théâtre, mais d'autres en ont parlé. Je viens de parler du Guinéen Keita Fodéba, dont le texte a été repris par Fanon. Senghor lui-même a consacré un de ses plus beaux poèmes à Thiaroye, sans parler des musiciens. Et donc c'est devenu un lieu très sensible.
Alors, donc, on voit justement que la narration, le récit de ce qui s'est passé au camp de Tiaroy, qui a été repris notamment par une œuvre cinématographique d'Ousmane Sembène en 1988, a permis finalement à cet endroit, Tiaroy, de devenir un lieu de mémoire. Et on en a de nombreux sur le continent. Quel est le rôle et quel doit être le rôle de ces lieux de mémoire aujourd'hui dans l'Afrique du XXIe siècle? Ah oui, c'est très important parce que s'il n'y a pas ces lieux de mémoire pour les générations à venir et même pour les personnes qui ont vécu ces drames, on oublie. On oublie. Donc l'oubli, c'est la pire des choses. C'est le deuxième crime, en fait, oublier. C'est très important, les lieux de mémoire. Et puis, ça éduque. Je disais que parler avec, aller à la rencontre des jeunes dans les écoles, dans les universités, c'est très important. Parler avec eux, même les plus jeunes, même le primaire, je veux dire, leur parler avec des dessins, peut-être il y a toutes de manières, de plusieurs expressions par lesquelles on peut communiquer avec eux. Mais après, il faut des lieux de mémoire où ils viennent se recueillir même, se recueillir, parce que c'est pour ça que je parle de Rwanda, terre de recueillement, dans mon recueil de poésie. Quand nous étions là, il y avait le plasticien Bruce Clark qui travaillait sur le jardin de la mémoire, et quand il m'avait parlé de son projet de jardin de la mémoire, tout de suite, moi je lui ai dit, au départ, je ne le connaissais pas, mais quand il a dit qu'il travaillait sur ce projet, j'ai dit, bah écoute, rejoins-nous, quoi, on a besoin de toi. Là, c'est très important que tu travailles sur justement ce jardin de mémoire. Apparemment, selon les informations que j'ai eues, que j'ai vues d'ailleurs, ben, ça a été inauguré durant la commémoration. Voilà, pendant la commémoration, la 25e commémoration. Donc, les lieux de mémoire, c'est très important. Il faut les construire. Pas seulement pour les mal que nous avons vus, les maux que nous avons vécus, mais aussi ce qui enchante, ce qui nous permet nos héros, je dirais même peut-être nos héros sportifs, par exemple. C'est important de travailler sur eux dans des lieux de mémoire, qu'on n'oublie pas ce qu'ils ont fait. Et moi, c'est pour ça que je travaille toujours en revenant sur les pas de mes aînés, comme Senghor, Césaire, Alioune Diop, parce qu'ils ont travaillé. Je n'invente rien, moi. Je n'ai rien inventé, je suis arrivé, j'ai dit, j'ai mes aînés qui ont travaillé. Voilà. Comme on dit, on est tous des nains sur des épaules des géants. Ben, voilà, ça vous avez raison. Présence africaine, la maison d'édition Présence africaine à Paris, qui est finalement notre seul vrai lieu de mémoire littéraire. Mais il faut y aller. C'est Alioune Diop, c'est Senghor, c'est Césaire. Donc là, c'est la littérature. Mais il y a différents lieux de mémoire et je pense que c'est très important. Il faut que nos dirigeants aient à l'esprit de les bâtir, mais aussi la société civile. Si nos dirigeants ne le font pas, il faudrait que la société civile le fasse. Oui. Alors, vous parlez, on parle peut-être de créer ces lieux de mémoire, de créer ces livres, etc. Il faut parler aussi peut-être de la réception. Qui sont les lecteurs? À qui est-ce qu'on raconte ces histoires? Il y a un proverbe wolof qui dit « ne pas savoir est mauvais, ne pas demander est encore pire ». Oui. Est-ce que nos Africains veulent et sont en demande finalement de comprendre mieux de leur propre histoire aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une tendance positive? Si. Ils sont, je l'ai constaté, ils sont surtout chez les jeunes. Donc, c'est surtout aujourd'hui, si on va vers des jeunes de 15 ans, des adolescents, qu'on va leur raconter des histoires et qu'ils se désintéressent, on peut dire « ah là, c'est grave ». Mais même eux, quand on leur raconte l'histoire, ils sont intéressés. En fait, il ne faudrait pas que nous soyons paresseux. Il faut que nous le fassions. Quand on va vers eux, j'ai vu, quand je suis allé il y a 2 jours à Nyamirambo, c'était un lycée professionnel technique. Donc, au départ, on s'est dit, bon, ben, c'est des techniciens, c'est des travailleurs de la main, ce n'est pas des littéraires, peut-être qu'ils ne sont même pas sensibles à ça. Mais j'étais surpris, on était agréablement surpris. Ils nous ont posé tellement de questions.
Il y en a qui m'ont demandé de revenir sur le contenu. Est-ce que je peux entrer dans le contenu de la poésie, là, de ce recueil, pour qu'ils comprennent mieux? Ils veulent écrire aussi, etc. Alors qu'on s'est dit, bon, ce sont des techniciens, donc ils ne sont pas dans ça. Non, ce n'est pas vrai. Il faudrait que chaque État travaille vraiment sur cette question de la mémoire, des différents mots que nous avons vécus. Et en plus, on a la chance que des écrivains, d'autres artistes aient travaillé sur des lieux ou des mots que nous avons vécus à travers l'Afrique. Il y a beaucoup de livres qui existent. Maintenant, après la réception en termes de lecture, bon, ça c'est un autre problème, la lecture. Mais aujourd'hui, on est à l'ère des nouvelles technologies, donc il faut aussi se dire comment on passe de tous ces écrits aux nouvelles technologies, comment on leur crée des applications pour mieux comprendre, comment leur donner ces informations sur leur téléphone, parce qu'ils sont tous avec leur téléphone, ils ne vont pas forcément dans les bibliothèques, etc. Et puis il y a les enseignants qui sont passionnés. Ça, c'est important aussi d'avoir des enseignants passionnés qui relaient et qui sont prêts et qui ne sont pas forcément des littéraires ou des historiens. Ça peut être des professeurs de maths qui sont intéressés. Et ce travail n'est pas seulement en Afrique. Moi, je le fais en France et je vois, ce n'est pas dans les programmes, par exemple, mais quand vous allez dans une classe, mais la curiosité des enfants pour essayer de comprendre, elle est énorme. Oui. Et donc, il faut aller vers eux. Mais sinon, il y a une demande qui est très forte. Alors, vous avez parlé, bien sûr, du congrès des écrivains l'année prochaine, en 2020, Fest Africa Monde. Pourquoi réunir les écrivains et qu'est-ce que vous espérez obtenir d'un consortium, finalement, d'écrivains qui viennent de tout le continent? Déjà, pour moi, la première édition du nouveau congrès a eu lieu à N'Djamena en 2003. Donc, c'était après le Rwanda. Nous nous sommes posé la question de savoir comment rassembler le plus d'écrivains possible. Parce que les écrivains qui étaient dans Rwanda écrivent pas devant le mémoire, il y en a 10. Après le colloque, en 2000, on était juste une vingtaine. Et puis là, il fallait vraiment élargir. Et justement, à N'Djamena, le thème principal, c'était sur la mémoire, voilà, et de nos guerres, etc. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. Et puis, cette fois-ci, pour 2020, ça fait donc une bonne quinzaine d'années que les écrivains ne s'étaient pas réunis comme ça. Et nous allons de nouveau questionner la littérature. Et puis, ce n'est pas un hasard que ce soit le Rwanda. Puisque c'est le Rwanda, eh bien, nous allons certainement débattre de nouveau de la question de la mémoire, de l'histoire, mais aussi de la littérature elle-même, de son évolution. Aujourd'hui, il y a une génération d'écrivains de la diaspora aussi, et celle des écrivains qui vivent sur le continent. Est-ce qu'ils ont les mêmes visions, ces écrivains-là? Est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts, d'abord? Et où est-ce qu'ils placent l'Afrique, en fait? Que ce soit dans la diaspora, que ce soit en Afrique. Où est-ce qu'on place l'Afrique? Mais c'est moi qui... Enfin, j'allais dire, c'est moi qui organise, c'est trop. En fait, le fait de dire que... l'initiateur du projet. Oui, ce que je veux dire, c'est que puisque l'Afrique me tient tellement... Gare à celui qui va s'écarter de l'Afrique. En fait, c'est ce que je vais dire. Génial. Gare à celui qui s'écartera de l'Afrique. Oui. Il ne prendra pas Rwanda Air pour repartir. Il va rester au Rwanda. Parfait. Et peut-être, on parle bien sûr de l'Afrique qui parle d'elle-même. J'aime retourner aux sources. Vous avez parlé notamment de Léopold Sédar Senghor, d'Aimé Césaire. Oui. Et j'aimerais qu'on revienne sur le concept de négritude, qui est un peu peut-être le concept... fondateur d'une certaine manière, d'une conscience africaine. Et qui mieux que Léopold Sédar Senghor, qui avec Aimé Césaire est à l'origine de ce terme, peut l'expliquer, et on le voit tout de suite en vidéo, et puis on revient en studio. J'étais à la Sorbonne. Césaire, je crois, venait d'entrer à l'école normale supérieure. C'est alors que nous avons fondé un journal, L'Étudiant Noir.
Ça a été un coup de maître de Césaire, car nous avions transformé le bulletin de l'association des étudiants martiniquais en organe des militants de la négritude. C'est d'ailleurs dans ce journal que Césaire a employé pour la première fois le mot de négritude que nous avons tout de suite adopté et qui depuis a fait fortune. La négritude, c'est en d'autres termes la personnalité africaine. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Tout simplement, naturellement, quel peut être le but d'un écrivain noir, d'un poète noir ou même d'un politique noir? C'est de défendre et illustrer sa personnalité collective, sa négritude. Tout l'effort de ma génération a été de défendre et de manifester ces valeurs de civilisation dont l'ensemble, encore une fois, constitue la négritude, de les défendre et manifester d'abord sur le plan culturel, car nous pensons que l'indépendance culturelle est le préalable à toute indépendance véritable et authentique, de les manifester et défendre sur le plan culturel, mais encore sur le plan politique, en travaillant à la décolonisation. Nous pensons que le travail des militants de la négritude n'est pas achevé, car la négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est au contraire ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres civilisations, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage, par enracinement dans son terroir et ouverture aux autres civilisations. Nous sommes persuadés que le monde du XXe siècle, malgré les tensions, malgré les conflits, nous pensons que ce monde est en marche vers la convergence panhumaine et nous n'aurons réalisé notre but que quand le monde sera uni sous la diversité des races, des nations et des civilisations différentes. La convergence. Oui, il revient oui. sur la convergence et que ce travail de négritude n'est pas achevé. Vous vous inscrivez dans la continuité justement de cette négritude. Totalement, totalement. Même si il y a des contradictions, parce qu'il y a des écrivains anglophones. Le plus connu, c'est Wole Soyinka, qui dit il n'est pas d'accord avec la négritude de Senghor, de Césaire, parce que pour Wole Soyinka, il faut agir immédiatement, quoi. Par exemple, quand le génocide des Tutsis s'est passé, il ne faut pas rester là en train de dire « Oh, l'Afrique, ceci, cela », mais agir. Ok, ça peut se comprendre. Donc, on peut juste interpréter, relire, mais de toute façon, c'est la fondation. C'est la fondation. Ce que Senghor dit, il dit tout. Quand il dépasse même l'Afrique sur une cohésion mondiale, en fait, universaliste, l'humanité. Il dit il faut un monde cohérent. Déjà, l'Afrique, nous, si on peut arriver déjà à nous réunir, faire une unité, ce serait déjà très bien. C'est pour ça que c'est important que les Africains viennent au Rwanda comprendre et que les Rwandais comprennent qu'ils sont des Africains. Ça aussi, c'est important. Oui, voilà. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Alors, comme on l'a dit, on a quelques questions, bien sûr, des médias sociaux. On fait une très courte pause et puis on revient avec les questions qui nous ont été posées à travers les médias sociaux. Bienvenue, ici l'image de l'Afrique où l'on vous mène aux quatre coins du continent. On est aujourd'hui à Douala. Et bienvenue sur le plateau, j'ai l'honneur d'être avec
Africa, as a bigger market, benefits more when it comes to the partnerships forged with other continents or other big countries. I think the African diaspora should actually think about connecting more with their countries of origin. Continuez à nous écrire et à discuter sur les médias sociaux avec le hashtag Images de l'Afrique et proposez vous aussi les questions qui sont propres et qui vous concernent davantage sur le développement de notre continent et c'est toujours sur Images de l'Afrique. De retour sur notre plateau et on prend quelques questions de nos téléspectateurs des quatre coins du monde. On commence avec Linka du Texas qui demande « Pensez-vous que la littérature africaine reflète la société africaine d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est capable de préserver les traditions anciennes pour les générations futures? Est-ce qu'elle devient de plus en plus européanisée ?» Ça dépend où est-ce qu'elle se produit. C'est pour ça que je parlais des écrivains d'Afrique, des écrivains africains d'Afrique, des écrivains africains de la diaspora, mais la diaspora africaine fait partie de l'Afrique. Vous prenez un Africain qui est même peut-être né en Europe, mais qui a quand même des attaches par rapport à l'Afrique et qui écrit, forcément, quelque part, il y a son environnement immédiat qui est l'Europe ou les États-Unis ou l'Asie qui va peut-être jouer sur lui. Et puis, il voit ses lecteurs aussi. Qui sont ses lecteurs? Ses lecteurs sont dans la diaspora, ses premiers lecteurs. Donc, voilà. Maintenant, après, quand vous trouvez un écrivain qui est au Bénin, qui est au Togo, au Tchad, etc., c'est son environnement immédiat qu'il vit. Après, il peut se projeter et tout. Mais il faut jamais les diviser, en fait. C'est la même Afrique qui est à l'extérieur, qui est dans la diaspora. On peut aller plus loin que les Africains de la diaspora, mais je veux parler de Noirs américains, par exemple, qui sont, eux, de la diaspora très, très ancienne, comme les Caribéens, par exemple. Donc là, on revient encore à la mémoire de Senghor, Césaire. Il suffit de dire Césaire, Senghor, voilà. Et puis, les nouvelles générations qui arrivent. Mais il y a de tout dans cette littérature. Elle est riche, elle est diversifiée. L'Afrique est là. L'Afrique est là. Alors, vous parlez justement de ces nouvelles générations. Didiane de Kigali demande, avez-vous d'une façon ou d'une autre l'intention d'approcher la jeunesse africaine basée en Afrique pour transmettre cet amour de l'Afrique et notamment à travers l'écriture? C'est ce que nous essayons de faire. Quand nous avons fait le projet Rwanda écrit par devoir de mémoire, nous étions à partir de Kigali. Après Kigali, nous sommes allés à Kinshasa avec des écrivains qui ont passé un mois de résidence d'écriture. Après, nous sommes allés passer... nous avons organisé le congrès des écrivains au Tchad. Par exemple, Yolande Mukagasana, donc auteure rwandaise, était là dans le groupe. C'est quand elle a parlé du génocide des Tutsis que les Tchadiens, les jeunes qui étaient là, ont mieux compris, mais c'était très, très émouvant. Donc, c'est un travail qu'on continue. Et puis, il ne faut pas oublier que il y a des rencontres littéraires dans quelques pays africains aussi, comme en Mauritanie, au Cameroun, au Zimbabwe, l'Afrique du Nord, n'oublions pas, parce qu'on est en train de parler là de l'Afrique subsaharienne. Mais l'Afrique, c'est 54 pays. Exactement. Donc, il y a les salons du livre d'Alger, au Maroc, etc. Donc, il y a des choses qui se font sur le terrain en Afrique. Maintenant, moi, le travail que je vais faire avec les autres, évidemment, au Rwanda, c'est très important qu'on aille vers la jeunesse. Il faudrait que ça leur donne envie d'écrire. Et je me rappelle notamment de Boubacar Boris Diop qui disait que voilà, être écrivain n'était pas nécessairement un métier qui permettait d'en vivre, entre guillemets. Non, ça... Et donc, ça fait que nombreux vont le coupler avec différentes autres activités. Est-ce qu'aujourd'hui, si on encourage la jeunesse à écrire, oui. Est-ce que être écrivain, ça peut être tout seul une activité en tant que telle pour qui peut faire vivre? Voilà. Non, c'est difficile encore, c'est encore difficile. Mais j'en discutais avec... J'ai discuté justement de la question de
de la valeur économique en fait de la littérature. J'en discutais avec Florent Kwaozotti, qui est écrivain béninois. Lui, il vit à Cotonou. Et je lui disais, mais comment on va faire pour que l'Europe ne soit pas le centre de notre littérature? C'est-à-dire que pour un écrivain francophone, publier à Paris, c'est très important. Mais j'aimerais qu'on arrive à dépasser ça. En fait, ça, c'est mon rêve. Et lui, il me disait, bon, ça, c'est une question dont on va certainement discuter au Congrès des écrivains à Kigali l'année prochaine, sur comment amener les femmes et les hommes d'affaires à comprendre que la littérature est une valeur économique aussi. Le livre en tant que tel, la chaîne du livre en fait, les éditeurs, les libraires, etc. Donc si on arrive à amener un riche Rwandais à dire à investir dans une édition, dans une maison d'édition, c'est déjà bien. Une fois que lui, il a investi, il ne veut pas perdre. Donc après, il faut qu'il ait une bonne librairie. Et par la suite, après, on fait de la communication pour qu'il y ait des lecteurs, etc. Là, ça aide aussi, ça permet à l'écrivain d'en vivre. Mais la littérature est d'abord une passion. Et de mieux produire aussi. Et de mieux produire, voilà. Bien sûr. Oui. Mais c'est une passion. Quand ça vous tient de toute façon, même si vous ne devez pas en vivre, vous allez écrire. Parfait, mais on espère quand même qu'il y aura que ça se développe positivement. Dernière question par Alex de Bujumbura, qui nous dit de la même manière que vous avez fait des ouvrages pour le Rwanda, avez-vous songé d'en faire d'autres ou que ce soit les génocides ou d'autres événements, peut-être des événements qui font peur, entre guillemets, ont été étouffés pour les ouvrir aux yeux de la communauté internationale notamment? Bon, je ne sais pas si on peut continuer à travailler toujours sur les malheurs. Il faut peut-être aussi travailler sur les bonnes choses. Par exemple, au Rwanda, aujourd'hui, ça pourrait être très intéressant de travailler sur la place de la femme. Parce qu'on voit comment la femme a évolué dans la société, c'est énorme. Et ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça ne nous amène pas forcément dans le malheur, même si peut-être c'est le mal absolu qu'est le génocide qui a amené peut-être la femme à ressortir toutes ses capacités, peut-être, on ne sait pas. Donc, ça, c'est des réflexions. Ce n'est pas tous les écrivains qui ont aussi envie d'écrire sur le mal absolu, hein. Mais vu que notre continent nous amène à ça, de toute façon, on peut faire tout le tour qu'on veut, on revient à l'Afrique et ses problèmes, en fait. Aujourd'hui, il y a un écrivain qui est très connu, Alain Mabankou, qui est très populaire, qui vend, lui, il vit, même s'il est professeur de littérature aux États-Unis, mais il peut vivre de littérature parce qu'il vend des livres. Mais il a beau écrire, il revient au Congo. Toujours, il tourne et il revient sur le Congo, sur le drame qu'il a vécu. Tout à l'heure, je le lisais il n'y a pas longtemps, sur Pointe-Noire, donc chez lui. On revient tous à l'Afrique. On revient à l'Afrique, à ces mots, mais écrivons aussi sur l'enthousiasme, sur l'enchantement. Ce qui me plaît aujourd'hui au Rwanda, c'est vrai, la mémoire, elle est très importante. Mais là, je suis émerveillé. C'est comment le Rwanda s'est transformé. Donc, transformation d'une société. Voilà. La transformation d'une société, la résilience, c'est possible. Et ça, le Rwanda est un modèle dans ce sens. Donc, est-ce que ça va générer de la littérature? C'est aussi ça le but d'amener les écrivains l'année prochaine. Voilà, espérons. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager ces connaissances, finalement, sur la littérature africaine. Je suis très, très heureux d'être là, au Rwanda, chez moi. Merci. Parfait. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, comme on l'a compris, donc le début et la fin, finalement, de la littérature africaine, c'est l'Afrique. L'Afrique dans ses moments les plus douloureux, mais aussi une Afrique qui renaît, une Afrique qui se développe, une Afrique qui grandit et qui s'étend au monde entier. Et voilà, on espère avoir de plus en plus d'écrivains et peut-être qui se retrouveront à Kigali, au Rwanda, l'année prochaine, en 2020, pour le festival
West Africa Monde. Et à vous tous, à très bientôt sur l'image de l'Afrique. À la semaine prochaine. Au revoir.